Troisième partie de l'émission avec 4 nouveaux consultants, la partie interactive, celle où on répond à vos questions et nos experts essayent de donner les meilleures astuces sur toutes les questions que vous vous posez. J'aimerais quand même faire un petit tour de table avec les experts qui sont en plateau aujourd'hui. Maxime est avec nous aujourd'hui et donc pro cadastre, le spécialiste de la data dans l'émission maintenant. Christophe, qui est maintenant un habitué de l'émission. Hein. Écoute, je suis très content de faire cette première émission de l'année avec toi. Un bilan mitigé dans ta région ou pas? Oui, alors mitigé, ça dépend des secteurs, mais en effet, sur la ville de Reims, ça a eu tendance à baisser, comme un peu partout en France, malheureusement. Deux nouveaux consultants. Romain est avec nous pour sa première. Comment ça va, Romain? Écoute, ça va très bien. Je suis content de débuter cette année avec vous dans l'émission et de représenter surtout notre belle région alsacienne. Bah oui, c'est ça. Alors, donc, qui est déjà bien représenté. Hein. C'est vrai, on a deux avec Mirala et Héloïse, et aussi à Strasbourg, hein, tout à l'heure, dans le début de l'émission. Strasbourg, Nancy, Metz, on a des gens bien en Alsace, c'est pour ça. Donc, on aura beaucoup de choses à voir. Tu nous donneras un petit peu ta vision sur les perspectives 2025. Et Richard, qui est là aussi pour sa première. Richard, expert immobilier, là aussi, une région que tu défends bec et ongle. Hein. Château de la Loire, Tours, donc voilà, moi ça fait 14 ans maintenant, donc on a assez de recul sur le marché pour pouvoir en parler, donc voilà. Bon, Marie est restée avec nous parce que elle s'occupe également de la Savoie, et donc elle est en train de nous préparer pour le brunch une petite fondue savoyarde. Merci Marie, c'est trop bon. On va commencer à manger. Merci beaucoup. Et alors ça c'est le fromage typique savoyard. Hein. De plus en plus vous nous amenez des spécialités, et ça c'est quand même génial. Je goûte, hein, c'est quand même pas mal. Et toujours Alison qui est avec nous. Est-ce que tu as eu de la fondue, Alison? Oui, j'en ai eu, elle est excellente. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de cette émission en tant qu'investisseuse? Est-ce qu'on commence à voir plus clair sur ce qu'on doit faire en 2025? Je pense que ça va un peu éclaircir la vision des futurs investisseurs, surtout les investisseurs qui commencent, parce qu'on peut vite être frileux de ne pas savoir, de se dire non, il y a tout le monde qui dit qu'il ne faut pas y aller, alors on ne va pas y aller. Ouais. Mais je pense que l'immobilier, il faut toujours y aller en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est une question d'attente. Ça veut dire, pour moi, ceux qui font des mauvaises affaires, c'est parce que... ils attendent trop. Peut-être qu'ils ont vendu trop, peut-être qu'ils ont acheté plus haut que le prix du marché, mais c'est qu'ils vendent trop rapidement. Le bon conseil, voilà, il faut quand même bien acheter et bien réfléchir. Romain, qui a bien travaillé, il a été voir un courtier qui nous explique quand acheter. Quels conseils donneriez-vous aux personnes souhaitant acheter un bien immobilier en 2025 ? Y a-t-il des périodes plus favorables pour emprunter ou des stratégies à adopter ? Alors aujourd'hui, le premier conseil qu'on donne, c'est vraiment de se constituer une épargne dite solide. Cette épargne permettra justement de financer les frais annexes, autrement dit les frais de notaire, les frais de garantie et les frais de dossier. Aujourd'hui, c'est une condition incontournable pour qu'on puisse octroyer des prêts à l'habitat. Après, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Tout dépend aussi des clients, selon les biens qu'ils visitent et s'il y a un coup de cœur. Et si les taux sont à la baisse, ils pourront toujours renégocier leurs prêts avec leur banquier. Oui, renégocier le prêt, c'est aussi une solution. Moi, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que dans tous les cas, que les taux baissent ou se stabilisent, il faut investir parce qu'on peut toujours renégocier derrière avec son banquier, là où finalement, comme les prix du marché baissent au niveau des biens, on va pouvoir gagner de l'argent. Alors on va un peu délier les langues, mais rappelons-nous quand même qu'il y a 3 ans, les taux étaient à 1%. Donc ça fait un choc pour les acheteurs, pour les... C'est un record. Qu'est-ce qui se passe? C'était une anomalie. Ouais. Après, on a prêté pendant 8 ans presque gratuitement, entre 1 et 1,5%. Bah oui. Donc à un moment donné, plus l'effet Covid qu'il y a eu avec l'augmentation des prix, plus des taux bas, ça explose le marché. Donc c'est normal ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Une régulation, c'est une régulation qui est salvatoire. Il ne faut pas oublier que si on prend à l'échelle de l'Europe, on reste quand même un des pays les plus intéressants au niveau des taux d'emprunt. Donc c'est une logique normale d'être autour de 3, 3,5. Bon, le vœu pieux d'arriver à 2% fin 2025, vous y croyez, Maxime? Non, moi je n'y crois pas. Romain? Pas du tout. Moi non plus. Clairement pas. Non. Clairement pas. Bon, là, Loïc, je crois qu'il n'y a pas adhésion. C'est 4 adhérents en moins. Hein, il y a forcément aussi une logique par rapport aux banques avec un grand B, parce qu'avoir prêté un taux à 4% pendant quelques mois, voire l'année complète 2024, on ne peut pas avoir une baisse significative tout de suite. Il y aurait trop de renégociations de prêts de la part des particuliers. Donc ils sont obligés de lisser ça dans le temps. Ouais. Et c'est ça qui va faire que le marché va se stabiliser et on verra la suite. Bon, Tiffany a été voir un gestionnaire de patrimoine. On parle avec Alison de l'investissement. Regardons ce qu'il nous dit pour 2025.
Alors des inquiétudes, on en a toujours sur les marchés, qu'ils soient immobiliers ou financiers. En 2024, on en a eu dans un contexte géopolitique assez tourmenté. On continuera d'en avoir. Pour autant, la stratégie que j'actionne avec mes épargnants, c'est de continuer à investir et de répondre à leur profil d'épargnant et leur horizon de placement. Il faut savoir diversifier entre son patrimoine immobilier et son patrimoine financier, puisqu'on peut avoir, quand les aléas des marchés financiers se tournent sur les stratégies financières, l'immobilier va bien, et inversement, quand l'immobilier ne va pas bien, c'est le financier qui va mieux. Donc aujourd'hui, on diversifie dans les deux strates, épargne et immobilier. Bon, le bon sens. Il prêche sa paroisse aussi. Oui, non, mais il prêche pour sa paroisse, mais c'est vrai que diversifier ses investissements, c'est un gage de sécurité. Bon, vous êtes dans l'immobilier, donc vous avez envie que les gens achètent des maisons, mais globalement, diversifier son patrimoine, c'est quand même, je dirais, un bon conseil. C'est forcément un équilibre et une bonne intelligence. En effet, comme il le dit, il y a toujours des aléas dans l'un ou dans l'autre. Le fait d'en avoir sur plusieurs sujets, du coup, forcément, ça vient s'équilibrer. Après, il faut être bien accompagné. C'est-à-dire que derrière, s'il y en a qui sont plus sur des placements, assurances, etc., surtout bien se faire accompagner. Ce qui est important, c'est de diversifier, donc les placements qu'il peut y avoir à long terme par le biais de conseillers en gestion patrimoniale, ou également d'autres personnes qui vous accompagnent pour les crypto-monnaies et les investissements. Les crypto-monnaies. Je me retourne vers Alison qui a encore une autre vision. C'est ça, exactement. En fait, je pense que donc, la diversification, c'est très bien, et d'ailleurs, c'est important. Par contre, en fait, se diversifier à l'intérieur de l'immobilier, c'est aussi possible. Donc, oui, c'est ça. Faut pas oublier que l'investissement immobilier est le seul investissement... Qu'est-ce que tu appelles diversifier ? C'est-à-dire varier les surfaces, varier les endroits ? Les surfaces, ça peut être immeuble, ça peut être maison, ça peut être dans une ville, dans une autre, ça peut être surtout location saisonnière, location à l'année, colocation saisonnière également, ou colocation à l'année. Oui, il y a un tas de dispositifs, en fait. Ouais. Et c'est déjà une diversification. Et aussi de se dire, en fait, l'investissement immobilier, c'est le seul investissement où les banques vous prêtent. Ça veut dire qu'on est sûr. Parce que demain, on va aller voir une banque qui nous prête pour investir dans la crypto-monnaie. Non. J'aimerais bien voir la réponse de votre banquier. Non, ça ne marche pas, Alison. Voilà. Je te confirme. Bon, merci beaucoup, Alison. Toujours très éclairée, Alison. Allez la voir sur les réseaux sociaux. Elle cartonne. Je vois qu'on arrive dangereusement vers la fin de l'émission. On prend une première question tout de suite. Bonjour, Patrick, 70 ans, à Tours. J'aimerais savoir si en 2025, les prix vont continuer à baisser ou est-ce le moment d'acheter ? Je vous remercie. Eh ben voilà, vous voyez, les téléspectateurs, ils ont des questions simples. Est-ce que c'est le moment d'acheter et est-ce que les prix vont encore baisser ? Christophe ? Oui, on peut tendre en effet encore une baisse de prix. Après, ça va dépendre évidemment des villes, puisqu'on a parlé de grandes villes tout à l'heure et comme les taux continuent de baisser, en effet, certains, je crois que c'est Laurent qui parlait de Lyon, qui risque peut-être encore de remonter un petit peu en 2025. Mais dans l'ensemble, en France, je pense qu'en effet, ça va plutôt aller vers la tendance. Vers la tendance. Le Big Data dit quoi ? Moi, je pense qu'on va rester quand même dans une stagnation. Je ne suis pas certain que... C'est ce que disait le président de la FNAIM. Voilà, il n'y aura pas une baisse significative. Voilà. Alors, les deux nouveaux, Romain et Richard, alors comment vous voyez les choses ? Je réponds toujours à cette question par la même réponse, c'est toujours le moment d'acheter. J'allais dire la même. Ouais. Pourquoi c'est toujours le bon moment d'acheter ? Parce qu'aujourd'hui, un projet qu'on mûrit et ou sur lequel on a envie d'y aller restera, pour la personne qui a envie de le réaliser, toujours un moment crucial et ce sera le bon moment pour cette personne. Alors, il faut simplement ce que disait Alison, tout à l'heure, par exemple, c'est que malgré tout, l'immobilier connaît une hausse constante. C'est ça. Avec des creux, évidemment. Mais et des paliers, des petites baisses. Si tu regardes les courbes, depuis des années, tu es en hausse tout le temps au niveau des prix. C'est notre métier, Bruno, d'éduquer, façon de parler nos clients. Aujourd'hui, moi, je présente sur 10 ans en arrière à chaque fois, avec un graphique, et ça rejoint ce que dit Maxime, c'est-à-dire que ça fait ça. Ça fait hop, tac, et hop. Mais on est parti de là, donc ça remonte de toute façon de manière significative. Du coup, du moment où on a acheté et du moment où on voudra revendre finalement. Après voilà, ça va être aussi une question de fiscalité par rapport au budget. Là, on va voir à quelle sauce on va être mangé, mais d'où l'important d'être accompagné en effet sur ces projets-là. Bon, alors regardons la deuxième question. Bonjour, Mélanie, 38 ans, habitant à Tours. J'aimerais savoir si il vaut mieux investir dans une grande ville ou dans une petite commune en 2025. Merci.
Très intéressant. Alors, on a vu, il y a des disparités régionales. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant qu'expert, d'acheter dans une grande ville ou d'acheter dans les petites villes, qui ont le vent en poupe, hein, je vous rappelle. Peut-être de manière générale. Alors, moi, ce que je lui conseillerais, c'est d'acheter dans une ville moyenne. Ouais. Je lui donnerais le conseil d'acheter dans une préfecture ou une sous-préfecture sur lequel on n'a pas trop de tension immobilière actuellement, mais au sein de laquelle tu vas avoir des infrastructures, de l'économie, un tissu économique fort. C'est ça. Je pense par exemple à Limoges, à Périgueux, à Rouen, à des villes comme ça, pour lesquelles on retrouve un marché immobilier qui est encore cohérent. Romain, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, si on prend l'exemple de Mulhouse, c'est une ville où on arrive à avoir 8 à 10% de rentabilité sur un marché locatif, donc il y a forcément une stratégie à avoir par rapport à ça. C'est quoi, c'est 8 à 10% de l'expert immobilier ou de rentabilité nette? Non, de rentabilité nette. Ouais. C'est une commune qui a été très prisée pendant plusieurs années, elle est encore très attractive par rapport à ça, et on voit ça dénote par rapport à la périphérie. C'est énorme, hein, 8 à 10% de rentabilité, c'est exceptionnel. C'est rare. À Paris, on est à 3%, 2% quand ça va bien. On a beaucoup d'investisseurs de grandes villes justement qui sont venus sur Mulhouse. C'est une ville qui attire parce qu'elle est située sur un secteur qu'on appelle le quartier 3 frontières, entre l'Allemagne et la Suisse, et le prix du marché augmente, donc forcément un investissement qui est cohérent. Bon, Richard. Je rejoins un peu ce que dit Maxime, très intéressant, les sous-préfectures. Après, on a tous une logique à chaque fois qu'on discute avec nos clients, ils ne veulent pas perdre d'argent, on ne veut pas brader un bien, etc. Et c'est vrai que si on investit sur des petites communes, pour répondre à la question de Mélanie, ça va être un peu plus dur de faire un gros gap, même si on l'a connu avec l'après-Covid. Les grosses villes peuvent être parfois, dans l'imaginaire collectif, vite saturées, mais des villes comme Limoges, Rouen, très intéressant pour investissement. Bon, Christophe, à Reims, ça se passe comment? Il a raison, dans le sens où je mets Reims dans la même catégorie que ce que pouvait dire Maxime. Reims, attention. Voilà. Hein, mais du coup, Reims, il y a Reims et Reims, c'est-à-dire que le centre-ville, on va être sur du patrimonial, donc on va avoir quelque chose qui va prendre de la valeur avec les années, parce que Reims reste encore une ville moyenne qui a bien gapé avec l'arrivée du TGV. Par contre, dès qu'on s'excentre un petit peu, on va aller chercher de la rentabilité un petit peu, comme va pouvoir avoir Romain à Mulhouse. Donc en fait, tout dépend du projet de départ et surtout, tout dépend aussi de l'investissement de départ qu'ils veulent mettre. Bon, voilà, je pense que vous avez été parfait, hein, l'émission maintenant est déjà pratiquement terminée, bien que le moment que l'on attend depuis la fin de la première partie de revoir Éric Barre avec Jean-Philippe Doux arrive à grands pas. Nous, on attendait que ça, en fait, hein, d'entendre les voix pas de l'immobilier, mais les voix d'Éric. On regarde ça tout de suite avec Jean-Philippe.